qu'ils aient foutu. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur le plateau de KTO en direct pour ce rendez-vous déo et débat avec ceux qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre ce soir. Isabelle Payen de la Garandrie. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Philippine. Laïque consacrée, tu es aussi professeure de lycée, dans le public, Exactement. en banlieue. Quelle est ton actualité ? Mon actualité, c'est celle de tous les chrétiens, c'est Pâques, tout simplement, Christ est ressuscité. Après, je lui donne une touche un petit peu plus personnelle, parce que j'ai eu l'occasion d'être témoin de pas mal de choses assez moches, assez glauques, pour te dire, ces derniers temps, notamment au lycée. Et je trouve que c'est super important de se rappeler que la mort n'aura pas le dernier mot. Et ça vient vraiment donner une lumière de l'intérieur, je dirais, à tous ces événements terriblement difficiles. Et ça donne envie de continuer la route. Merci de nous dire ça, d'abord de nous le confier, et puis de nous dire ça en début d'émission. Je pense que ça vaut pour tous. Mélanie de Brabant est avec nous aussi. Bonsoir Philippe. Bonsoir Mélanie, ancienne présidente d'Announcio. Un jour on arrêtera de le dire, parce que oui. parfait, ancienne. Tu es médecin en prison. Tout à fait. Et quelle est ton actualité ? Alors mon actualité, c'est pas exactement la mienne, mais c'est celle d'une collègue qui s'appelle Anne Lécu, qui est médecin avec moi à Fleury, mais qui est ce que je ne suis pas, docteur en philosophie, et qui est encore moins ce que je suis, religieuse dominicaine, très impliquée dans les dérives, puisqu'elle est membre de la commission des dérives au sein de l'Église, et qui écrit un livre sur l'énéagramme, qui est un outil que moi je connais, auquel je n'ai pas été confrontée personnellement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, c'est qu'il est extrêmement sourcé. C'est-à-dire qu'il y a un tiers du livre, c'est les notes de bas de page, en fait. Donc voilà, une fois qu'on a déjà lu un tiers du livre. Voilà, donc je trouve que c'est un livre intéressant sur un outil qui est pas mal présent en France, beaucoup dans le monde catholique. Et donc pour se faire une idée, je trouve ça vraiment intéressant de lire ce qu'elle en dit et les inquiétudes qu'elle porte sur ce sujet. Alors, on ne va pas lancer le débat sur l'énéagramme parce que je suis sûre que François serait capable de lancer le débat. J'invite ceux que ça intéresse d'ailleurs à lire une excellente double page dans le magazine La Vie, chez nos chers confrères, où il y a un débat entre Anne Lécu et Pascalide sur ce sujet et qui permet de se faire sa propre idée. François, merci de nous avoir rejoints. Mais avec joie. Bonsoir, docteur. Docteur, oui. Alors, je suis aussi formateur à l'énéagramme. Voilà, quand même. Ce qui prouve qu'il y a des gens pas toujours d'accord sur ce plateau, entre parenthèses. Absolument. C'est rassurant. Absolument. Et je suis effectivement docteur récemment en histoire et en sciences sociales. Une thèse sur un sujet que je porte en moi depuis très longtemps, qui est l'évolution de la position de l'Église sur la liberté entre la Révolution et aujourd'hui. Comment l'Église, qui est une institution qui normalement est dans une forme de continuité, peut-elle dire à peu près l'inverse de ce qu'elle a dit au moment du syllabus avec Dignitatis Humanae ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ce changement veut dire ? Un livre à paraître à l'automne. Oui, j'allais dire, cette thèse, on va pouvoir la retrouver pour le Vulgum Pecus. Ah non, mais elle a été écrite pour tout le monde, d'emblée, et donc ça sera un livre à l'automne. Félicitations. Voilà. Ben, vous pouvez m'appeler docteur et... On n'y manquera pas. Mais j'ai moins de légitimité. Pour te charrier vraisemblablement. Mais j'ai moins de légitimité médicale que Mélanie. Joseph Touvenel nous fait l'amitié de revenir. Bonsoir Joseph. Bonsoir Philippine. Bonsoir mes amis togolais. Voilà, c'était une promesse que j'avais faite. On salue tous ceux qui nous regardent au Togo et dans de nombreux autres pays voisins. Joseph, combattant syndical au sein de la CFTC, également cofondateur de l'excellente revue trimestrielle Capital Social. Quelle est ton actualité ? Alors, mon actualité, c'est l'actualité d'un délégué syndical qui, depuis des années, se bat dans une grosse entreprise, une multinationale. C'est pas un fou furieux, c'est quelqu'un d'assez calme, mais qui a voulu faire respecter à la fois le droit et la justice, qui a été marginalisé avec une pression délirante. Et puis là, il y a eu un acteur indépendant qui a fait une enquête choisie par la direction d'entreprise. Et on a eu hier le résultat de l'enquête, c'est indéniable, il a été placardisé, il a été marginalisé uniquement parce qu'il faisait correctement son travail. Et du coup, ce garçon que j'ai vu il y a encore 3 semaines, qui était complètement démoli, on lui a même coupé son salaire, ce qui est totalement illégal, mais il revit.
il revit, et je pense que justice va lui être rendue, parce que là, maintenant, voilà. Ce qui veut dire aussi que quand on se bat, et quand on se bat justement, ça peut être long, mais on peut gagner. Et il a eu effectivement, ce qui l'a maintenu, le soutien des salariés, qui même s'il faisait avec discrétion, parce qu'il y a un peu de peur, c'est quand même quelque chose qui a compté, voilà. Ce qui ne veut pas dire que toutes les entreprises sont infâmes, etc., ça ne serait pas vrai. Mais dans le cas d'espèces, c'était exact. Bon, la joie d'un bon combat. Oui. Avec nous également, sans doute le junior sur ce plateau d'ailleurs, Jean de Saint-Chéron. Bonsoir Jean. Bonsoir Philippine. Directeur de cabinet du recteur de la Cato et également auteur. Sur la petite Thérèse, tu t'es attaqué à un monument là. Ah oui, effectivement, là, cette année, à l'occasion des, je vais même sortir le livre, à l'occasion des 150 ans de la naissance de notre chère Thérèse Martin, cette année, Alors, si tu bouges comme ça, on verra rien. Je suis très heureux d'avoir publié aux éditions Grasset le 4 janvier dernier, c'est-à-dire 2 jours après l'anniversaire de Thérèse, qui était du 2. Enfin, les sorties chez Grasset se font le jeudi. Ce livre, Éloge d'une guerrière. Et je remercie d'ailleurs et Isabelle et François qui ont fait la promo du livre dans la presse et sur Internet. Donc je me sens très entouré ce soir. Et c'est vrai que depuis, je multiplie je suis très content d'être invité ici et là pour rendre à Thérèse, à mon avis, les couleurs de guerrière qui sont les siennes, et essayer de polir la statue un peu empoussiérée qui ne lui rendait vraiment pas justice. Et puis voilà, le livre est plein d'anecdotes peut-être sans doute aussi méconnues. Est-ce qu'on se souvient que Thérèse de Lisieux est à l'origine de la guérison et de la conversion d'Édith Piaf, par exemple, ce genre de choses. Et voilà, c'est dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies, et je serai même au Salon du Livre de Paris, au Grand Palais, qui ouvre ce soir. Voilà, j'y serai demain. Mais comme l'émission est multidiffusée, on ne saura pas retrouver ce soir, mais les visiteurs du Salon du Livre te chercheront. Salon du Livre de Paris. Et deuxième actu d'importance pour moi, je me fiance après-demain et je me marie en septembre. Donc je suis très heureux de partager avec vous cette nouvelle. Félicitations. Bravo Jean. Merci beaucoup. Elle s'appelle Marie-Pia. Voilà. Félicitations également à Marie-Pia. Donc c'est un engagement sérieux, c'est un bel engagement. Il va falloir songer à votre avenir. J'essaye une transition complètement ratée. Voilà. Non, mais je ne savais pas comment amener le sujet. Moi, je suis impressionnée parce que vous savez que d'habitude, dans Des hauts et des bas, on essaye de parler de sujets simplement comme des chrétiens engagés dans la société qui n'ont pas plus de légitimité sur les thèmes d'actualité que n'importe qui d'autre. Ce soir, c'est un peu différent parce qu'il y en a quand même un parmi nous qui connaît drôlement bien un des sujets, puisque je propose qu'on parle de la crise sociale de notre pays qui a commencé, ou qui s'est en tout cas révélé, explosé avec la question de la réforme des retraites. Évidemment, je ne peux pas ne pas commencer par te donner la parole, Joseph, mais je ne donne pas la parole au technicien remarquable que tu es sur le sujet. Non, sérieusement, on voit que cette polarisation autour de la question de la retraite, elle révèle plein de choses. Comment est-ce que toi, tu la vois ? Déjà, la crise sociale a commencé avant. Rappelez-vous les gilets jaunes. C'est-à-dire ça couve, ça explose. Rappelez-vous les bonnets rouges. Donc on voit très bien qu'on a une société qui est en souffrance et c'est quand ça explose qu'on se dit il y a un problème. Pour les retraites, s'il n'y avait pas des centaines de milliers de personnes ou des millions selon les sources dans la rue, on se dirait il ne se passe rien. Ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'on est incapable de traiter des sujets, de les mettre sur la table, même avec des désaccords. On est incapable de partager un état des lieux, et ça c'est très inquiétant, parce qu'après tout, les perspectives, on peut en débattre, les moyens d'arriver à, on peut en débattre, mais la réalité, que ce soit du côté des politiques ou du côté des organisations syndicales, elle est masquée. Elle n'est pas mise sur la table, c'est quand même assez effarant, et du coup, on arrive à de la violence. Parce qu'il y a du mal-être, parce qu'il y a du mécontentement, parce qu'on se dit on m'a trompé. Et ça, c'est très très dangereux pour la société. Et on le voit d'ailleurs, tous ces actes qui sont, moi que je condamne totalement, qui sont les actes de brûler dans la rue, les poubelles, voire des voitures. J'ai fait quasiment toutes les manifestations à Paris. Quand je vois une voiture qui est incendiée, je me dis mais
La personne qui est propriétaire, qui en a besoin de son véhicule, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucune signification. Et de l'autre côté, je vois des politiques, mais alors qui mentent avec un aplomb qui est, on pourrait dire, remarquable, si ce n'était pas désastreux pour notre démocratie. C'est ça, moi, l'enseignement que j'en tire, c'est la démocratie. Notre démocratie va très très mal, puisqu'on est incapable de gérer les choses ensemble, même avec des désaccords. Je reconnais que ceux qui ont l'autorité démocratique, est légitime qu'ils prennent des décisions. Il ne faut quand même pas qu'ils nous mentent. À l'école, en prison, à la fac, vous êtes aussi à des avant-postes de la société. Quel regard vous portez sur tout ça ? Moi, dans mon lycée, c'est vrai que la question de la réforme des retraites a explosé de manière très forte. On est en plus dans un lycée marqué par un fort syndicalisme. Mais ce que je trouve encore plus marquant, parce que c'est vrai qu'il y a l'habitude d'aller manifester, de faire grève de manière assez générale et collective dans mon lycée, c'est vraiment l'immense colère généralisée, mais aussi dans le discours, en tout cas politique générale, l'absence de regard sur les plus petits et les plus pauvres de la société, sur cette question des retraites en particulier. J'ai eu l'occasion de surveiller une épreuve de bac avec un collègue de lycée pro qui était contractuel. Et lui, déjà, il a du mal à joindre les deux bouts aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il me confiait, c'était même au-delà de la colère, c'était simplement que là, aujourd'hui, il avait du mal à vivre et que si ça passait, cette réforme, il ne savait pas comment il allait faire pour vivre et élever ses 2 enfants. Et je trouve que tous ces cas, ces marginaux de la société, on n'en entend quasiment pas parler dans cette histoire de réforme des retraites. Et ça m'inquiète énormément. Moi, je voudrais aussi reprendre un terme qui a été employé par Joseph à l'instant, qui est celui de légitimité du pouvoir en place, et en particulier des élus. Et c'est vrai qu'on sent que, en particulier, les débats au Parlement, et plus particulièrement encore à l'Assemblée nationale, alors que se rapprochait l'ombre menaçante de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le vieux débat entre légalité et légitimité, c'est-à-dire entre ce qui est légal, que le droit permet et autorise, et puis ce que, d'un point de vue plus moral, dirons-nous, plus éthique, celui qui détient le pouvoir a le droit de faire, au sens moral du terme, a rejailli. Et alors je voudrais... Alors évidemment, vous allez me dire que là, je vais être extrêmement macronien, parce que je vais donner les points d'un côté et de l'autre, avec un en même temps qui ponctuera sans doute mon analyse. Mais d'un côté, beaucoup se sont insurgés, on a entendu des mots terribles sur l'autoritarisme, pour pas dire le totalitarisme qui sévirait dans notre pays. Je pense qu'il faut quand même pas exagérer. On a une constitution qui est quand même extraordinairement démocratique, qu'on le veuille ou non. Et l'article 49 alinéa 3 existe dans la Constitution et un gouvernement a totalement le droit de s'en saisir devant l'Assemblée nationale. D'autant plus quand il n'y a pas de majorité, enfin l'opposition ne constitue pas une majorité qui permettrait de destituer le dit gouvernement. Et en même temps, effectivement, il y a eu aussi ce discours d'une certaine manière exaspérant, en particulier de la part du président de la République, qui n'a cessé de répéter à ses contradicteurs qu'il avait été élu sur un programme, alors qu'on sait bien au fond qu'il n'a évidemment pas été élu sur le programme de réforme des retraites, mais il a été élu contre celle qui était en face de lui au second tour. Tu cites le président Macron qui a évoqué dans sa dernière intervention télévisée 100 jours pour convaincre. Alors je m'adresse à l'historien, c'est les 100 jours de Napoléon qui se terminent par l'abdication. Ça se termine très, très Ou mal. c'est les 100 jours de Roosevelt avec 75 lois du New Deal. C'est pas la même chose. Je pense que ce ne sera pas Roosevelt, parce que, soyons clairs, il n'aura ni l'étoffe ni la volonté. Et ça serait drôle que ça se termine comme Napoléon, parce que ça serait un petit peu celui qui a brandi une formule qui lui revient voilà. Mais moi, il y a une chose que je voudrais dire, que j'ai très peu entendue dans les débats autour de cette réforme de la retraite, qui me paraît être un sujet très préoccupant dans notre pays aujourd'hui. C'est que, et ça, je crois qu'on l'a peu dit, une des raisons pour lesquelles, quel que soit d'ailleurs le métier et le poste qu'on occupe dans la société, une des raisons pour lesquelles la majorité de concitoyens ne veulent pas de ça, c'est qu'ils sont très souvent dans des métiers où ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Parce que nous avons de plus en plus des métiers qui perdent leur sens, notamment dans le monde de l'entreprise qui est de plus en plus unilatéralement dominé par la question financière, et où le sens du métier, comme on pouvait le dire autrefois, se perd.
Mais pas seulement dans l'entreprise. Dans la fonction publique, les procédures sont telles que, à l'université, les professeurs d'université se plaignent aussi. Donc, en réalité, ce qui est peut-être le plus inquiétant de tout, c'est qu'on est dans un pays où les gens vont travailler parce qu'il faut bien qu'ils aient le chèque qui tombe à la fin du mois. Mais en réalité, il y a quelque chose de très désespérant à ce constat qui fait que la plupart des gens attendent la retraite parce que oui, en fait, le lieu du travail n'est plus un lieu d'épanouissement. Et autrefois, on disait, ça, c'est pour les métiers difficiles. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas que... Alors, bien sûr, c'est encore pire pour les plus défavorisés, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je crois qu'on a un vrai problème du rapport au travail et du rapport au métier parce qu'on a un problème de sens dans l'activité professionnelle. Et ça, c'est très grave et on n'en a pas assez parlé, je pense. Certains disent que c'est un changement d'époque et que précisément le travail n'est plus appelé à occuper dans la vie des gens la place qu'il a occupée jusqu'ici. Je ne dis pas que c'est vrai. Oui, mais c'est vrai qu'on pouvait aimer son métier. Oui. C'est-à-dire aimer son métier est devenu oui, absolument, mais c'est devenu presque un luxe. C'est un luxe d'aimer son métier. Moi, je ne fais que des activités que j'aime. La question, c'est celle-là. Travailler, au sens chrétien du terme, c'est participer au bien commun, être co-créateur et participer à une œuvre. Posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui, pour chacun, on participe à une œuvre? Quand je dis ça, la tâche la plus humble, ça peut être participer à une œuvre. Je l'ai déjà dit, j'ai été 2 ans homme de ménage. Eh bien, je savais quel était l'intérêt de mon travail. Et donc, on peut faire d'ailleurs la même chose. Et dans un cas, participer à une œuvre, parce qu'il y a aussi une équipe, on n'est pas tout seul. Il y a un état d'esprit, et dans l'autre cas, subir le travail. Je crois qu'effectivement, de plus en plus, on subit le travail. Alors, il y a des raisons qui sont notamment des raisons de pression des entreprises par des pressions financières. C'est l'économie qui s'est développée, mais l'économie, la financiarisation. Et donc, on demande des retours sur investissement qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus démentiels, et ça joue sur toute la société. Et puis, la victoire de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire qu'on a expliqué pendant des années que la meilleure des choses, c'était d'avoir le meilleur rendement. C'était ça pour une bonne entreprise. C'est-à-dire celle qui fait le plus de bénéfices le plus rapidement. C'est ça le meilleur rendement, en apportant le moins. Et bien les gens, petite entreprise individuelle, pour beaucoup, ont compris que, oui, ma petite entreprise, je vais avoir le meilleur rendement, c'est-à-dire que je vais essayer d'en faire le moins possible pour en obtenir le plus. Quand c'est une personne, c'est pas grave. Quand ça commence à devenir massif, c'est très inquiétant pour l'état de la société. Oui, il y a 2 choses que je retiens. Alors, très honnêtement, mes patients en prison, ils sont très très loin de se poser la question de la retraite parce qu'ils sont déjà très très loin de se poser la question du travail. Mais moi, personnellement, ce que j'en retiens est vraiment, en tant que citoyenne, pas très éclairée sur le sujet. C'est quand même les moyens qui ont été mis au service. Et effectivement, tu parlais d'outils qui sont démocratiques, qui sont constitutionnels, mais qui, quand même, mis bout à bout, donnent l'impression d'une vaste arnaque. Et que ça a quand même été un passage en force d'un bout à l'autre. Et ça, c'est inquiétant pour aujourd'hui, mais c'est aussi inquiétant pour demain. Et c'est vrai qu'on se pose la question de la prochaine élection, notamment présidentielle, qui va pouvoir prendre le pouvoir à ce moment-là. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens à ce moment-là pour voter pour un barrage républicain, parce que franchement, il n'a pas été à la hauteur, et vraiment cette crise l'illustre. Et quand on voit à quel point ont été un peu pervertis les outils démocratiques, à quel point, je voyais aujourd'hui encore, mais il y a un préfet qui a pris un arrêté pour interdire les casseroles. Enfin, on en est là quand même sur le passage d'Emmanuel Macron. Alors, on ne parle pas de casseroles, on parle j'ai oublié, d'instruments sonores portatifs. Il y a eu ça, il y a eu les grévistes qui ont été réquisitionnés et puis ça a été levé par la justice. Il y a eu le préfet de Paris qui prenait des arrêtés pour interdire les manifestations, qui placardait uniquement sur la porte de la préfecture. C'est plus pratique pour que personne ne soit au courant et pouvoir mettre tout le monde en garde à vue. Enfin, et qui a aussi été condamné par la justice à publier en avance ses arrêtés et pas une demi-heure après le début de l'arrêté. Donc il y a quand même eu énormément de dérives, sans parler des violences policières dont on a tous vu, je pense, des vidéos. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer en 2027 si l'extrême droite prend le pouvoir? Très honnêtement, si tout ça, c'est déjà acquis dans la société, que ça peut se passer comme ça, ouais, je suis inquiète, et pour le coup, je suis particulièrement inquiète pour mes patients de prison. Je voudrais dire un mot sur les violences policières. Moi, je dis merci
aux policiers qui nous protègent, qui protègent les manifestations, qui ont un travail extrêmement difficile, parce que dans les manifestations viennent des gens ultra violents. Bien sûr. Et attention aux vidéos, on voit un passage, on voit rarement le début et la fin. J'ai fait quasiment toutes les manifestations. Je peux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour les gendarmes qui subissent des insultes, des jets, etc., qui ne bougent pas. Alors, il peut y avoir quelquefois, effectivement, un excès, parce que personne n'est parfait, mais les violences, elles viennent d'une toute petite minorité, celles qui cassent, celles qui, etc., qui cassent les vitrines des magasins, qui s'en prend d'ailleurs aux gens qui leur disent qu'il ne faut pas le faire. Violence policière, heureusement, il peut y en avoir, mais c'est très peu. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui sont épuisés, hein, parce qu'ils sont sur le... Ils n'en peuvent plus. pas, malheureusement, mais et ça beaucoup crée quand même un précédent. Ça beaucoup crée d'ailleurs des images, ça crée une peur de la police qui est dingue. sont favorables aux manifestations syndicales. Il faut savoir que dans la police, il y a plus de 80% des policiers qui sont syndiqués. Ouais, est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu en arrière? Effectivement, là, depuis tout à l'heure, en fait, on parle de manifestation de la crise sociale. En même temps, c'était le thème. la question. Donc c'est très bien. Mais là, la crise sociale, d'où elle vient? Elle vient d'une incompréhension ou d'un désaccord sur un projet de loi qui a été finalement adopté et promulgué. On n'a pas compris. Et qui concerne la réforme des retraites. La question, c'est est-ce qu'il fallait réformer? Est-ce que cette réforme était nécessaire? C'est ce que nous dit le gouvernement, c'est ce que nous dit le président de la République. Sur le sujet des retraites, tu as raison, mais comme le disait Joseph, le malaise social et le divorce que souligne Mélanie entre une grande partie de la population et les élites, quelle que soit leur couleur politique, il s'est manifesté avant, il se cristallise sur des événements. Mais il est quand même légitime pour le coup de se poser la question s'il fallait ou non réformer. Et s'il fallait et si c'était effectivement, comme nous le dit le président de la République et son gouvernement, la seule solution possible, entre guillemets, à savoir que quand même Emmanuel Macron s'était déjà cassé les dents il y a quelques années sur une réforme des retraites justement, et qu'il a tenté une nouvelle technique parce que la précédente lui avait été reprochée. Je ne défends pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que le plus gros problème justement démocratique de ce gouvernement, c'est la communication. C'est que en fait, Emmanuel Macron, est incapable de parler aux Français depuis bientôt 7 ans, en réalité. La communication, on ne comprend pas la ce qu'il dit, méthode. et puis qu'il parle avec une morgue. Le dialogue, effrayant. de part et d'autre. C'est quand même une loi d'exception avec un S. Oui. C'est-à-dire procédure d'exception pour aller à l'Assemblée nationale, procédure d'exception pour aller au Sénat, procédure d'exception pour le 49.3. C'est pas très bon. Sur le fond, je vais pas. Mais la question, elle est excellente. Aujourd'hui, les retraites du privé, 74% des salariés, à l'équilibre. La Caisse nationale d'assurance vieillesse est à l'équilibre. Et pour les salariés du privé, il y a une complémentaire obligatoire. Oui, mais il y a la pyramide des âges. Oui. Non, mes amis, c'est trop technique. 72 milliards de réserves. 72 milliards de réserves. Le problème, il est du côté de ce que gère l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème quasiment structurel pour les retraites du public et du parapublic, ce qui peut s'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réformer. C'est comment je réforme et pourquoi aller réformer quelque chose qui fonctionne très bien. Et ce qui fonctionne très bien, c'est géré par les partenaires sociaux. C'est-à-dire qu'il y a 72 milliards de réserves qui est à l'équilibre, c'est la gestion patronat-syndicat. Que l'État, au lieu de vouloir réformer, regarde comment ça se passe. Sur le fond. L'aspect technique. Pardon, c'est de ma faute, mais en tout cas, la question de la com est importante. C'est pas que quelque... Est-ce qu'on a compris? Il me semble que ce qu'exprimait Mélanie et ce que d'autres expriment, c'est que c'est pas uniquement une question de com, ou alors c'est pas de la com au sens de l'outil, c'est au sens profond de la communication. Évidemment, le dialogue. Il y a un dialogue de sourds entre une grande partie du pays. La capacité à se parler. Ils ne veulent même pas entendre les casseroles. Et à se respecter aussi. Effectivement. Je ne sais pas si ça se concentre sur... Le président de la République avait refusé il y a un mois de recevoir les syndicats. Oui. La première ministre avait refusé il y a un mois de recevoir les syndicats. Et moi, je voudrais juste quand même rajouter un point, puisqu'on est quand même sur un plateau d'une chaîne catholique, c'est que je suis quand même hyper frappée par l'absence totale de position, de discours, de la part de nos responsables notamment, mais pas que, sur cette question des retraites. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, dans ma boîte mail, j'ai déjà reçu à peu près une centaine de trucs par rapport à l'euthanasie, le débat qui s'annonce. Sur la retraite, silence radio, rien du tout. Et quand même, je trouve que ça dit quelque chose du positionnement de l'Église dans la société et que c'est quand même assez inquiétant, pour ne pas dire un mot grossier. De se dire que c'est
on s'en fout, en fait. On ne dit rien, on ne se prononce pas. Peut-être aussi de la difficulté à trouver comment poser une parole dans un contexte Mais le travail, explosif. Après, c'est pas le travail, seul ça concerne sujet sur tous les lequel les Français. évêques se prononcent pas. D'accord, mais quand tu as une crise sociale, une crise démocratique comme ça, c'est quand même ce je suis silence, d'accord. il est quand même particulièrement Oui, mais pesant. on a l'impression que plus le sujet est miné, moins on a envie de se que prononcer en ce moment. les quand même, évêques ne depuis se quelques prononcent mois. pas sur la culture Alors des à propos de champignons, je sais sujets pas quoi. minés, il y en a quand même à l'intérieur de l'Église aussi, ce qui peut expliquer Voilà. qu'ils aient Oui. un certain Quelques nombre de choses autres sur petites leur choses, bureau. c'est Et peut-être aussi qu'on leur rétorquerait, s'ils s'exprimaient trop, à nos chers évêques, qu'il ferait mieux de S'occuper faire le de leurs ménage à affaires. l'intérieur avant de donner des grands avis sur le fonctionnement du pays. J'en sais rien. Mais ils vont le faire sur un autre sujet, on peut comme l'imaginer. l'euthanasie par exemple. Il y a eu, ces dernières semaines, à la fois l'Assemblée plénière des évêques de France et l'Assemblée plénière de la COREF, donc des religieux et religieuses de France, qui arrivaient au terme d'un processus initié après la SIAZ. Chacun avait lancé des groupes de travail sur différents sujets. Chacun s'est vu remettre un certain nombre de propositions, de résolutions et pendant son assemblée a donc soumis au vote un certain nombre de questions. Je voudrais savoir d'abord si vous avez été intéressé par ces épisodes, si vous les avez suivis et le sentiment que vous en retirez. Oui, j'ai suivi parce que ça me semble juste essentiel. Pour moi, il y a toujours cette attention aux plus petits et puis parce que concrètement, on m'a rapporté des situations d'abus dans des gens que je connaissais. Donc c'est vrai que écouter soi-même des personnes abusées, tout le monde le dit, mais c'est un vrai chemin pour soi-même. Donc oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qui se passait. J'ai notamment vu le formidable travail des groupes de travail, des différents groupes qui ont été formés. Et ça, bravo à chacun s'ils écoutent cette émission. C'est vrai que je ressors de ces deux assemblées en ayant écouté et en ayant lu, surtout dans la presse. Voilà, ça reste pas très limité comme point de vue. Un côté un petit peu inquiet des décisions prises par la Conférence des évêques de France et plutôt réjoui de ce qui s'est passé du côté de la COREF. Pas pour dire que d'un côté c'est très mauvais, de l'autre c'est très bien. Les évêques ont pris la décision de renvoyer plutôt à l'échelon local, ce qui peut s'entendre, mais je crains toujours qu'on reste dans l'entre-soi, qu'on a bien vu qui était si mortifère dans nombre de situations d'abus. Du côté de la COREF, je trouve qu'il y a un petit peu l'esprit de Saint-Benoît qui ose écouter la parole du plus jeune frère entré en se disant qu'il avait quelque chose à apporter. On a osé peut-être se dire il y a une parole venue d'ailleurs qui va nous faire du bien. Ça ne veut pas dire que tout le monde est au point, mais... Là-dessus, c'est exactement ce qu'en disait Frédéric Monnier, qui était justement le coordinateur de ces groupes de travail, et qui disait, alors moi c'est une comparaison qui m'a marquée parce qu'il disait que visiblement les évêques pensaient que la question des abus c'était plutôt un virus et qu'un simple antibiotique suffirait. Donc j'en profite pour rappeler que les antibiotiques ne sont pas efficaces sur les virus. Là où effectivement la COREF avait plutôt compris que les abus c'était un cancer métastasé et que le traitement allait être long, radical, avec un suivi. Et voilà, c'est lui son ressenti après avoir travaillé pendant tous ces mois et été présent aux deux assemblées. J'ai lu ça à plusieurs reprises. À titre personnel, je suis pas tout à fait d'accord avec cette comparaison parce que il me semble qu'il ne faudrait pas sous-estimer l'ampleur transformatrice des décisions qu'ont prises les évêques. Alors de fait, ils n'exercent pas leur autorité dans un milieu où l'obéissance se vit de la même façon que dans le monde religieux. Et de fait, les évêques ne peuvent pas décider, et ils le disent eux-mêmes, si on décide que dans les paroisses ça va se passer comme ça, en fait, c'est à peu près sûr que ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas pas vite. Donc ils ont renvoyé aux supérieurs de séminaire la question de gérer le discernement au séminaire, aux prêtres de paroisse la question de l'exercice de la confession et de son encadrement, etc. Mais ils ont pris pour eux-mêmes des décisions assez neuves. Par exemple, le fait de mettre en place des visites régulières, extérieures, qui viennent analyser l'exercice du ministère de l'évêque. À ma connaissance, dans le monde séculier, c'est une première. Et accepter de rentrer dans une culture du retour, du feedback, comme on dit en mauvais français dans le monde de l'entreprise, ça veut dire accepter de se laisser questionner par le regard des autres. Or, c'est pas exactement comme ça que l'exercice de la fonction épiscopale se conçoit traditionnellement, disons. Donc, il y a quand même, me semble-t-il, des éléments assez audacieux dans leur démarche. Mais il s'agit de deux univers très différents. Oui, bien sûr. Et puis, c'est pas tout noir ou tout blanc. Simplement, c'est le propos qu'en tenait le coordinateur de ces groupes de travail et bon, qui est quand même bien placé pour le tenir.
ce qui est vrai, c'est que la COREF a la spécificité, évidemment, de s'occuper de communautés religieuses, où là, on est en vase clos. Et donc, bien évidemment, il y a eu un certain nombre de prises de conscience et de décisions très réjouissantes, parce que, en fait, quand il y a un problème dans une communauté, c'est immédiatement très grave pour l'ensemble de la communauté, au moins potentiellement et psychiquement pour tous. Et là, tout le bateau est contaminé. On n'est pas exactement dans la même chose dans l'ordre séculier. Et c'est vrai que moi, je n'arrive pas à être complètement sûr de mon avis sur cette question, parce que ma première réaction par rapport aux derniers éléments de la conférence des évêques a été de me dire encore une fois, ils sont mous du genou. Et en même temps, le principe de subsidiarité, au fond, est bon. Enfin, normalement, on sait que c'est un... Mais est-ce que... Ma question, et je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que ce principe de subsidiarité, le corps de l'Église dans son ensemble séculière, est suffisamment sain pour le faire vivre? Et ça, c'est la question que je me pose, et je n'ai pas vraiment la réponse. Oui, ça, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, François, parce que moi, le principe de subsidiarité en soi, évidemment, on sait que c'est un principe qui, en particulier, est extrêmement efficace, parce que c'est là que les problèmes les plus précis et les personnes les plus problématiques, en particulier, sont les mieux connus. Évidemment. On rappelle peut-être, parce qu'on aime bien les grands mots, mais... Le principe de subsidiarité, c'est qu'on confie à l'échelon le plus compétent à l'échelon concerné, le plus directement concerné, le soin de gérer une question. Voilà. Mais ça n'existe pas que dans l'Église. Hein. Non, quand l'État délègue à une région, par exemple, le soin de ses lycées, voilà. C'est du principe de subsidiarité. Et en l'occurrence, je crois que le principe de subsidiarité porte souvent du fruit d'un point de vue de l'efficacité, parce que c'est là que ça peut aller le plus vite, parce qu'effectivement les gens tout simplement connaissent mieux la question qu'à l'échelon supérieur où on voit les choses de loin. Néanmoins, je pense qu'il faut être très attentif au fait que l'Église a été extraordinairement ébranlée en France depuis 2 ans, et que néanmoins les personnes en place, en particulier les clercs en place dans les diocèses, n'ont pas non plus tous été déplacés ou tous changés. Et ils n'étaient pas tous criminels et ils ne sont pas tous criminels. Mais néanmoins, on sait que parmi ceux qui, pendant des années, ont eu connaissance de choses qui étaient plus ou moins avables, etc., et qui sont toujours en place, c'est extraordinairement difficile pour eux de se guérir eux-mêmes, d'une certaine manière. Et moi, dans plusieurs diocèses que je connais, je sais que des mécanismes, alors peut-être pas d'horreur d'ordre sexuel encore en pleine lumière, mais d'une certaine emprise spirituelle ou de manière de faire insidieuse, humiliante pour certains, plutôt glorifiante pour les autres, ceux qui sont du bon côté d'une idéologie, par exemple. Il y a des diocèses où il y a des idéologies qui sont en place, qui dominent. Et alors si on va dans le sens de l'idéologie qui a les bonnes grâces de ceux qui détiennent le pouvoir, on a toutes les chances de monter en grade. Par exemple, c'est affreux quand on parle de l'Église d'employer des termes comme ça, mais ça existe, et ça existe toujours. Et donc je me demande si effectivement le système de visite extérieure pourrait pas porter un fruit aussi plus efficace et plus rapide, y compris dans les diocèses. En même temps, il faut tenir ensemble le fait que l'Église doit être d'abord une maison sûre, et puis la plus saine et la plus sainte possible, mais qu'en même temps, ça reste une structure humaine. Si on veut une société parfaite ici, on risque de faire d'autres dégâts. Je suis d'accord, on ne cherche pas la société parfaite, mais moi justement, tu parles de maison sûre. Moi, j'avais été extraordinairement choqué quand il y a 2 ans, quelques semaines après la publication du rapport de la SIAZ, les évêques annonçaient que l'Église était désormais la maison la plus sûre possible, et puis que toutes les 3 semaines, pendant les 6 mois qui ont suivi, de nouvelles affaires, y compris des affaires qui n'avaient pas du tout été prises en compte, dont l'Église n'avait pas encore connaissance à cette époque, continuaient de surgir ou de jaillir. Et encore aujourd'hui. Et puis c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. C'est notre actualité brûlante. L'Église a été ébranlée. Il ne faut pas se gargariser non plus de ce qu'on a fait. Je pense que malheureusement, c'est que le début. Alors peut-être que sur les mesures, une par une, sont audacieuses et que ça change des choses. Et heureusement, j'espère quand même qu'il y a des choses qui vont changer.
Simplement, moi, ce que je note quand même, c'est qu'il y a eu 2 documents qui ont été donnés récemment à l'Église, qui sont 2 rapports, l'un sur l'Arche et l'autre sur les Dominicains, sur les 2 frères Philippe, qui sont à la source de nombreux abus, soit par eux-mêmes, soit par les disciples qu'ils ont formés ensuite. Et il y a eu évidemment tout de suite une réaction de la COREF. On attend encore, par exemple, la réaction de la CEF. Et il serait complètement illusoire de penser que toute leur théologie complètement pétée, parce que, pardon, mais il n'y a pas d'autre mot, est restée cantonnée dans leur monastère et leur communauté. Évidemment qu'ils ont fait des disciples et que ça a essaimé et que il nous faut pour le coup une parole vraiment des évêques qui s'engagent sur ce sujet et qui vraiment mettent au banc toute cette théologie et tous les abus qui ont été faits en son nom. On le sait, dans les 60 dernières années, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de responsables de communautés qui ont été en contact avec ces frères Philippe, beaucoup aussi de prêtres diocésains, sous la responsabilité de nos frères évêques, qui ont été au contact. Et donc vraiment, il faut faire ce travail de remise en question, de relecture et d'aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, d'abord, on a une bonne démonstration de l'existence du mal. Quand on se pose la question, là, il frappe en plein. Après, moi, j'ai pas suivi de très près ce que faisaient les évêques. À la limite, ça me passionne pas, je dois vous l'avouer. C'est peut-être très mal, mais voilà. Je pense qu'il y a effectivement d'abord un devoir de vérité, c'est tout ce qu'ils doivent dire. À un moment donné, il y a un devoir de vérité. Il y a un devoir de responsabilité quand on est responsable quelque part, responsable dans une paroisse, responsable dans un évêché. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et donc, on doit exercer sa responsabilité. Comme un chef d'entreprise l'exerce dans son entreprise, il doit savoir ce qui se passe. Ça fait partie, alors il faut peut-être leur apprendre ou leur réapprendre. Et il y a un problème, il faut savoir que l'autorité, c'est aussi un service. Il faut leur apprendre aussi à être au service, parce que c'est ce qui était dit. Il y a l'autoritarisme qui arrive vite, il y a peut-être toute une formation à faire, et ensuite c'est aussi individuel, parce que les cas... ce ne sont pas des cas collectifs, ce sont des cas individuels. Sauf que dans certaines communautés, mais on voit que c'est l'ambiance collective. Mais moi j'ai du mal à en parler parce que c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de... je pense que l'Église a pris les choses en main, plus que d'ailleurs dans la société civile, où il se passe aussi des choses, mais ça n'excuse pas. Hein. Mais après, est-ce que c'est parfait ce qui est fait? Certainement pas. Est-ce que c'est la bonne route? Je l'espère. Mais c'est personnellement que chaque membre de l'Église, laïque comme prêtre, doivent se poser la question, est-ce que je suis vigilant et qu'est-ce que je fais et comment je suis? Et après, moi j'ai une éducation catholique, j'ai vécu dans un monde catholique, je n'ai jamais eu à affronter, en tout cas en tant qu'enfant ou jeune adulte, ces dérives abominables. Ça ne veut pas dire que je ne les connais pas aujourd'hui. Tu as eu de la chance. Oui. Est-ce qu'on peut quand même réagir sur les rapports concernant les frères Philippe en une phrase? Non, on n'a plus le temps. On n'a vraiment plus le temps. On n'a plus le temps. Non, simplement, ce qui me déroute, par exemple, c'est qu'effectivement... C'est un autre sujet. Non, mais s'il y a eu un truc quand même... Bah oui et non, c'est quand même très lié. Quand il y a eu un enseignement empoisonné littéralement, en particulier sur la question de la sexualité des rapports hommes-femmes, de voir que certains qui, même plein de bonne volonté, ont appartenu pendant des années à ces communautés et continuent à préparer au mariage des jeunes catholiques, ça me pose vraiment question. C'est clair. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien du côté de la COREF que du côté de la CEF, il y a des droits de suite qui ont été posés avec plusieurs échéances à venir pour vérifier précisément comment, dans la subsidiarité chez les uns, directement chez les autres peut-être, en tout cas les choses continuent d'avancer. Moi, je dois vous dire que c'est vrai qu'on est, à chaque fois qu'il y a une nouvelle affaire, assez... on prend un coup dans la tête à chaque fois. Et en même temps, puisque tu disais ça tout à l'heure, en même temps, je trouve ça aussi peut-être le signe que des choses bougent et que des affaires qui, il y a 15 ans, seraient restées bien soigneusement dans les tiroirs, eh bien, ne le sont plus aujourd'hui. Et on remercie la presse pour ça et tous les journalistes qui font un énorme travail et qui leur coûtent beaucoup. Je crois qu'on peut remercier aussi tous ceux qui ont pris le risque de témoigner à visage découvert. Bien sûr. Oui, mais en tout cas, le travail continue et c'est pas seulement un travail, c'est évidemment la lutte contre les abus, c'est évidemment une maison sûre, mais c'est aussi assez profondément un travail de la manière dont fonctionne et dont vit notre communauté ecclésiale. Alors,
les nouvelles de l'institution sont souvent tristes et elles concernent chacun d'entre nous, parce que l'institution, c'est pas seulement les évêques, hein, c'est nous aussi. J'ai de la compassion pour eux, hein, pardonne-moi, mais et de l'agacement à intervalles réguliers. Mais je pense que c'est quand même des cibles aujourd'hui assez souvent sorties du chapeau pour dire bon, c'est de la faute de l'évêque. C'est souvent plus complexe que ça. Et il faut une belle foi pour dire oui aujourd'hui quand on vous appelle à cette mission-là. Mais dans le même temps, vous voyez, la question de la foi en France, c'est pas la question de la vie de l'institution. Et tu parlais de Pâques et de la joie pascale en commençant cette émission. 1000 catéchumènes de plus cette année que l'année dernière. Alors, 1000 à l'échelle de 70 millions, on peut se dire c'est pas grand-chose. En même temps, qu'est-ce qui motive cette croissance-là? Je ne sais pas comment vous avez regardé ça. Non, mais ça rend humble aussi. Ça veut dire que finalement, on sait bien que c'est le Seigneur qui convertit et que ce n'est pas une institution humaine qui est capable de toucher les cœurs. Et d'ailleurs, on voit bien, moi j'avais parlé une fois à un copain qui faisait de l'évangélisation de rue et qui m'explique que les cas les plus spectaculaires qu'il a vus chez les catéchumènes, c'est des gens qui avaient été convertis par hasard en voyant une affiche publicitaire qui leur avait fait penser à quelque chose ou par un songe, bien plus que par quelqu'un qui les avait arrêtés dans la rue et qui leur avait annoncé le kérigme. Donc de toute façon, ça rend humble et je pense que ça nous rappelle aussi que la foi est surnaturelle, qu'elle est donnée par le Seigneur. Ensuite, malgré tout, moi je continue à me poser la question de l'avenir de l'Église de France et en Occident, et du visage que ça prendra dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que là, pour moi, c'est quand même la très grande inconnue. Alors certes, il y a 1000 catéchumènes de plus cette année que l'année dernière, ça reste des chiffres qui sont microscopiques à l'échelle de la France, tu le rappelais aussi. Et quand on voit que dans les provinces françaises, en fait, le clergé qui continue à faire tourner à coups de vieilles 205, les 18 clochers pour une paroisse, c'est des prêtres qui ont largement passé la barre des 70 ans ou 75 ans. Est-ce que le modèle paroissial, par exemple, rien que ça, aura encore un sens en France dans 10-15 ans? Je ne sais pas. Oui, c'est une bonne question à se poser. Après, ça concerne, c'est encore tout un vaste sujet, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le fait aussi que ça montre que la foi nous précède toujours, parce que justement, on dit bien à quel point l'Église est blessée en ce moment et qu'il y a des gens qui souhaitent de tout leur cœur, qui font quand même un parcours de 2 ans en général, voire plus, pour la rejoindre. C'est quand même fou. Et moi, ça me réjouit, mais de manière incroyable. Enfin, voilà, les baptêmes de la Vigile pascale, j'en suis à pleurer de joie quasiment, moi. Et puis, je suis aussi en charge sur mon diocèse de l'accompagnement des néophytes. Et on a pu vivre un magnifique dimanche in albis dimanche dernier, donc une semaine après Pâques, en vêtements blancs. Et la question qui se pose toujours, c'est la suite. On a un certain nombre de jeunes, néophytes, qui après commencent à s'éloigner de l'Église, qu'on ne voit plus. Et je pense qu'ils viennent provoquer à la fois notre foi, mais aussi notre capacité à accueillir l'autre. Et ça, c'est une vraie question, parce que certains, 1 an après leur baptême, ne connaissent toujours personne, ou presque personne dans leur paroisse. Et je pense que si on pouvait les voir comme des éléments qui viennent nous provoquer, ce serait pas mal. C'est vrai qu'il y a malheureusement, il faut bien le dire, dans nos paroisses où il y a des gens qui font des choses formidables, une sorte de culture de l'entre-soi qui fait que le nouvel arrivant ne se sent pas toujours accueilli les bras ouverts. Et effectivement, je suis toujours surpris d'abord de voir qu'il y a des gens qui acceptent un parcours de 3 ans avant de recevoir le baptême. Moi, ça me paraît absolument fou. Enfin, vraiment, bref, ça c'est un autre sujet. Et que après avoir fait cette démarche qui est tellement engageante, au bout de quelques temps, on les voit plus, mais on se dit, mais et ça ne met pas je ne mets pas en doute une seconde la sincérité de leur démarche. Mais alors, je m'interroge sur notre capacité effectivement d'accueil et donc sur un fonctionnement quand même très endogamique et très dans l'entre-soi du monde catholique et notamment dans certaines sociologies. On a envie de dire à certains, mais est-ce que vous allez de temps en temps
discuter avec quelqu'un d'autre que votre copine. Tu ou vises votre les copain. paroisses bourgeoises, là. Oui. Ah bon? Mais il y en a- Ah, oui, j'avais oui. pas compris. Non, mais C'est je vrai fais que les c'est- sous-titres. Oui, C'est vrai que c'était très finement amené. non, mais oui, et en même temps. T'as remarqué qu'il ne voulait pas le dire non plus. Non, mais je parle pas de Fontainebleau à chaque fois, quand même, parce que sinon, on va dire que je m'acharne. Mais ça peut être joli, les serre-têtes, surtout hein. qu'il y a des gens Moi, extraordinaires. je trouve. Mais quand même, la capacité d'accueil et de dialogue avec l'autre, et notamment la capacité, par exemple, de dialogue sur le terrain de nos convictions les plus profondes avec des gens qui ne partagent pas notre foi. Moi, j'ai des tas d'amis qui ne croient absolument pas en Dieu parce que c'est dans d'autres cercles que je les connais. Et je suis moi-même tout le temps, mais je trouve que c'est tellement passionnant de pouvoir être juste là, un petit bonhomme à sa place, qui témoigne avec ce qu'il est, ses qualités et ses défauts, plus de défauts que de qualités. Mais non. Et la grâce passe. Je ne sais pas comment. C'est là aussi où les néophytes nous provoquent, parce que Oui. eux, de fait, Mais oui. ils sont tout remplis Ça, c'est sûr. de ce qui les habite et ont le désir de le partager, Bah oui. avec, y compris avec ceux qui Et là où souhaitent je te rejoins, savoir. en tout cas, c'est que moi, j'ai commencé ma fête de Pâques en ouvrant mon fil WhatsApp du groupe Annuncio. Et c'était magnifique parce que les différents pôles, différentes personnes de différents pôles partout en France ont partagé des photos de leur veillée pascale et notamment des baptêmes. Et je peux vous dire que parmi tous ces baptisés de la Vigile pascale, il y en avait plusieurs qui en fait ont été rencontrés dans la rue par des missionnaires Annuncio il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'un à Paris qui avait choisi Hélène, qu'il a rencontrée dans la rue il y a 2 ans comme marraine. Et c'est quand même un moment hyper fort. Un ami prêtre aussi d'Annuncio qui nous partageait que dans sa vigile pascale du fin fond des Pyrénées, dans un petit village, à la fin, quelqu'un est venu le voir en lui disant « Mais en fait, comment est-ce que je peux faire pour être baptisé ?» Et franchement, commencer son dimanche de Pâques par tous ces messages-là, c'était vraiment la joie de la résurrection dans mon téléphone. Moi, je suis assez d'accord avec François. Très bien le baptême, mais c'est l'après. On a l'impression qu'ils sont laissés, ils ont été accompagnés, ils ont été encadrés, et après, livrés à eux-mêmes, il n'y a plus la communauté. On a beaucoup de difficultés à faire une communauté qui est vivante, qui est... Mais ça dépend aussi, je trouve, des paroisses. Moi, j'ai un ami qui Oui, a été certainement, baptisé mais- au fin oui, fond oui. du Jura. Je peux vous dire que sa communauté, il connaît tout le monde et que tout le monde le connaît et que tout le monde prend des nouvelles. En fait, quand on a un baptisé tous les 5 ans, je peux vous dire qu'on le bichonne. On ne veut pas le perdre. Et ce qui est très vrai, pour rejoindre ce que vous disiez tous les deux aussi, c'est qu'en fait, dans les paroisses les plus endogames, alors que c'est les plus grosses de leur diocèse, je parle par exemple, moi qui suis parisien, dans le diocèse de Paris, les grosses paroisses de l'Ouest, c'est des milliers de personnes tous les dimanches à la messe. Il y a relativement peu de catéchumènes adultes dans ces paroisses. Alors que pour moi qui vis dans le 19e arrondissement, dans une paroisse, disons, plus populaire, en tout cas très mélangée, il y a proportionnellement 10 fois plus de catéchumènes que dans la paroisse de mes parents, de l'autre côté de Paris. Est-ce que ça veut dire que les gens sont davantage attirés par une communauté où tout le monde n'est pas habillé de la même façon et n'a pas exactement les mêmes codes? Ça peut aussi vouloir je dire ne que sais pas. sociologiquement, la population du 16e est plus généralement baptisée enfant. Oui, aussi. Ça Oui. dépend de l'échantillon Alors que tu c'est prends. c'est très possible, mais c'est pas absolu. C'est pas Non, absolu, c'est pas absolu. d'autant C'est- que... enfin, C'est le danger des impressions comparatives. Ouais, c'est vrai. Mais enfin bon, le paganisme est très très répandu Et là, c'est pas incompatible. dans la Oui, bourgeoisie non, c'est pas occidentale. incompatible au baptême. Non, c'est vrai. Bon, chers amis, en tout cas, merci d'avoir partagé ces impressions, puisque nous sommes dans le temps pascal, puisque nous nous sommes réjouis des baptêmes et d'abord de la joie de Pâques et de l'annonce que la mort n'a pas le dernier mot. J'aimerais, avant de se quitter, que voilà, chacun de vous nous donne un motif d'action de grâce. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se réjouir ensemble et louer le Seigneur pour ses bienfaits, parce qu'on a plein d'occasions de manifester les difficultés, d'avoir des points d'attention, donc on change un peu. Joseph. Moi, c'est la joie de voir des prêtres, des religieux, des religieuses qui font un formidable travail, d'en côtoyer, d'en avoir à la maison qui viennent d'ailleurs déjeuner périodiquement, que ce soit d'ailleurs ceux qui vont être classés plutôt tradis ou plutôt pas tradis. Et entre eux, ça se passe très bien et ça, c'est une grande joie. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces prêtres parce qu'on a traité d'un sujet très difficile pour l'Église. Mais il y a tous ceux qui font un travail admirable et dont on ne parle pas assez, à mon sens. J'enchaîne. Pardon.
Moi, j'étais ce week-end dans le Nord pour le mariage de ma meilleure amie. Donc d'abord, ça, c'est ma première action de grâce. Et du coup, le dimanche, on a été dans une paroisse où il y a la messe une fois par mois ou toutes les 6 semaines. Et c'était vraiment hyper touchant et réjouissant de voir à quel point les paroissiens étaient heureux et avaient préparé la plus belle liturgie possible. Il y avait un PowerPoint avec les images probablement les plus kitsch que j'ai jamais vues de ma vie en fond de PowerPoint sous les textes, etc. Mais c'était d'une beauté, d'une simplicité et vraiment ça m'a réchauffé le cœur justement au moment où l'Église peut parfois s'embrêler compliquée, et voilà, et de voir justement d'être amené à cette foi et en fait c'est ça, on est là pour ça. Et puis une autre action de grâce, c'est quand même les fiançailles de Jean. Carrément. Eh bien, j'enchaîne. Alors, moi, je vais rendre grâce, effectivement, au Seigneur d'avoir mis sur ma route Marie-Pia, ma fiancée merveilleuse. Et je rends grâce aussi à la préparation au mariage qu'on vit au sein de l'Église. Je trouve que c'est vraiment, on a une chance incroyable quand on est catholique. Alors, je ne sais pas comment c'est fait dans d'autres confessions, et puis encore moins quand on ne se marie pas religieusement. En tout cas, je trouve que c'est fait avec un très grand sérieux. C'est vrai que le travail de discernement, notamment auquel nous encourage l'Église, et les grandes questions parfois difficiles à aborder en couple, qu'on nous encourage à aborder avant de s'engager, c'est vraiment très réjouissant et encourageant. Et donc, je rends grâce pour ça. François. J'avais une journée parisienne bien rythmée jusqu'à ce soir, et puis j'avais un petit trou, et j'étais pas loin de Saint-Sulpice, et je me suis dit, tiens, je vais aller me confesser. Et franchement, le sacrement de réconciliation, c'est quand même un truc qui est formidable dans le catholicisme, mais il n'y a pas que le catholicisme, mais voilà. Et c'est toujours une paix profonde voilà, qui en ressort. Et puis la deuxième joie, c'est qu'il y a mon petit-fils à la maison actuellement, qui va bientôt avoir 1 an. Et quand Pâques, on dit « il est vivant », eh ben, un enfant qui a presque 1 an, il est vivant. Voilà. Et il y a quelque chose qui est de la victoire de la vie sur la mort qui est magnifique. Pour ma part, je pourrais parler des 170 néophytes et du dimanche inalbisme. On en a un peu parlé, donc je vais changer d'action de grâce. Et pour moi, ça va être de pouvoir la perspective d'emmener des élèves de mon lycée d'Argenteuil en Angleterre, parce que pour beaucoup, ils n'ont vraiment pas les moyens de s'y rendre. Et on va emmener 49 élèves, dont certains n'ont vraiment rien pour payer ce voyage. Et c'est vraiment formidable. Et en plus, on a lutté avec plein de formalités administratives très très compliquées. Jusqu'à très récemment, on ne savait pas et ça va se faire. Voilà. Ne jamais croire que c'est impossible. Merci à tous les 5. Moi, je rends grâce au Seigneur de mettre si souvent sur nos routes des chrétiens aussi différents et qui pourtant, de la même manière, sont appelés par lui à témoigner dans le monde. Donc merci à vous et puis à tous les autres aussi. Merci à vous de votre fidélité. À très bientôt.